Bienvenue, vous écoutez la deuxième rubrique de l'épisode 2, saison 4 du podcast L'entrée des coulisses. Pour écouter l'épisode en intégralité et accéder à toutes les informations, suivez le lien dans la description. Bonne écoute. Nous sommes Claire et Anto. Et nous sommes danseurs et comédiens. Que se passe-t-il pour vous dans les coulisses ? Je pense qu'en tant qu'artiste, on a chacun des rituels. Moi, j'ai besoin de... Je me mets les pieds à plat. J'ai besoin de sentir le sol, vraiment. Je dénoue tout mon corps. Je respire énormément. J'inspire, j'expire beaucoup. Je fais le vide. Je pense plus du tout à ce que je dois aller jouer ou danser sur scène. J'essaie de me recentrer sur moi, quoi. Sur le sol. Je pense à ça, je me canalise en fait. Ouais, c'est ce qui se passe pour moi en coulisses. Et moi, je fais plein de trucs de dernière minute qui n'ont rien à voir avec le spectacle. Ou alors je mets du vernis, tu sais, alors que je monte dans 10 secondes sur scène. Voilà, ce genre de choses. D'accord. Je pense que ça me permet d'avoir ma tête à autre chose et de ne pas penser au stress. C'est ton moyen de déstresser en fait. Et de faire stresser Anthony. Et du coup, moi, ça me fait stresser. Voilà. Quoi. Bah oui, j'imagine. Voilà. C'est super. Alors Claire et Anto, vous voilà enfin en chair et en os devant moi. Je suis vraiment super contente de vous rencontrer. Moi, je vous ai découvert par Instagram, certainement comme pas mal de gens. Je scrollais un soir sur mon canapé et je suis tombée sur une petite vidéo. Ça m'a attirée en fait. J'ai trouvé ça hyper intéressant. Et du coup, j'avais envoyé un petit like, un petit signe, et paf, j'en ai reçu un autre en retour. Je dis, c'est plutôt sympa. Et puis j'étais dans la préparation de mes épisodes, et je me suis dit, tiens, pourquoi je leur demanderais pas ? Je ne savais pas du tout qui vous étiez et ce que vous aviez fait avant. Je tiens à le préciser, on va en parler un peu plus tard. Et donc c'est pour ça que je suis vraiment très contente de vous avoir devant moi, et puis aussi de permettre aux auditeurs et aux auditrices du podcast de vous découvrir, parce que peut-être qu'il y en a qui ne vous connaissent pas du tout. C'est parti ? Allez, let's go. Allez, let's go, c'est go. Alors, avant de former un duo à la scène comme à la ville, vous aviez forcément des trajectoires individuelles. Alors, je sais, Claire, que toi, tu viens plutôt de la danse, du hip-hop, mais pas que. Anthony, tu es plus centré sur le théâtre, l'impro, mais pas que. Racontez-nous un peu qu'est-ce que vous faisiez chacun de votre côté avant que vos trajectoires se croisent. Claire, le micro est à toi. Alors moi, à la base, je ne me destinais pas du tout à un métier de danseuse, bien que la danse était ma passion depuis petite. J'ai fait danse et piano, et c'est vrai que la danse, ça a pris de plus en plus de place dans ma vie. Je voulais être éducatrice spécialisée, je suis passée par la psycho, donc j'ai une licence de psycho, je voulais être psychologue après. Et finalement, c'est un prof qui m'a donné encore plus la passion de la danse, qui s'appelle Salim Bagayoko. Et un jour, ça a pris 1 an à éclore en fait dans mon cœur et dans ma tête. C'est tellement devenu sulfureux à l'intérieur de moi que j'ai dit, c'est ça que je veux faire. Du coup, je me suis lancée, j'étais pas toute jeune. J'ai pris des cours open à droite à gauche et j'ai réussi à entrer dans une carrière de danseuse. Mais c'est vrai qu'en tant que danseuse, j'ai toujours adoré interpréter. Et pour moi, il n'y avait pas juste la gestuelle, en fait, tu vois, ça se dissociait pas, en fait, de l'interprétation et de ce que je raconte. Donc, il y a toujours une part d'actrice, de comédienne à l'intérieur de moi. Et puis, ça a pris de la place de plus en plus. Et là, maintenant, je danse toujours, c'est toujours ma passion première. Mais maintenant, je joue aussi la comédie parce que c'est en moi aussi, quoi. Oui, tu as ajouté une corde à ton arc qui vient compléter, en fait, exactement, ta manière de danser. Et ma danse de passion, c'est le hip-hop. Oui. C'est la musique que j'écoute le plus, qui me transporte vraiment. Et après, j'ai développé aussi, je me suis mise au moderne et j'aime bien fusionner les deux. Donc j'ai fait plein de choses dans la danse, des trucs vraiment variés. J'ai pu faire autant des spectacles musicaux que des tournées d'artistes. Voilà. C'est top d'avoir réussi. D'avoir réussi à changer ta trajectoire. Ouais, c'est clair. Moi, je trouve que... j'ai envie de donner le courage à tous ceux qui ont envie de le faire parce que j'ai écouté ma petite voix intérieure. Ouais. Et je me suis dit, mais non, il y a que ça qui peut me rendre heureuse au jour d'aujourd'hui. Et c'est pas demain quand ce sera plus possible. Donc, let's go maintenant. Faut y aller. Au passage, au moment du tournant, j'ai
j'ai bien fait. Au jour d'aujourd'hui, je suis contente de l'avoir fait, d'avoir suivi mon rêve et d'y être allée parce que je suis pleinement épanouie. C'est vrai, c'est vraiment ça que je voulais faire. Surtout que tu as dit que tu avais commencé tardivement la danse, c'est ça ? Bah alors j'en faisais depuis que j'étais petite, mais tu sais comme les enfants font leur sport, tu vois, hebdomadaire quoi. Ouais. Donc du coup, oui, parce que normalement quand quelqu'un qui se destine au métier du sport ou tu vois de la danse, etc. Commencer très très jeune. En général, tu commences jeune, t'es en sport-études ou quoi. Et moi j'ai vraiment commencé 19-20 ans, tu vois, à m'y mettre à fond. Ouais. C'était pas tôt. Mais ça n'empêche que justement on peut le faire tardivement et ça peut marcher aussi, tu vois. Tant qu'on suit son envie forte, qu'on y va à fond et qu'on s'y accroche, bah, c'est possible. Donc on peut tous changer de voie à n'importe quel moment, je pense. C'est vrai. Anthony, alors toi, qu'est-ce que tu faisais avant de rencontrer Claire ? Enfin, la différence de Claire, je suis vraiment dans le milieu artistique depuis que j'ai 13 ans, quoi. Ah oui. J'ai monté mon premier spectacle, j'avais 14 ans. Et alors, c'est vrai que j'ai été dans la comédie longtemps, dans le théâtre et l'improvisation, mais j'ai commencé, moi, par la danse, par le breakdance. Ah, c'est drôle. Donc j'ai commencé par ça, par le corps, quoi, vraiment. Oui, bah oui. Il y a un côté très physique dans le break, très sportif, très gymnique aussi. Et donc j'ai découvert ma passion artistique d'abord par la danse. D'accord. Et l'anecdote que, à chaque fois, Claire, je le rabâche sur la même anecdote, mais j'adore cette histoire parce qu'elle est vraie. C'est que un jour à la maison, un des membres de ma famille a ramené une vieille télé noir et blanc. Vraiment les vieilles télés avec les touches qui se font sur le dessus de la télé pour changer de chaîne. Oui. Et en fait, l'antenne de la maison ne pouvait pas se câbler sur cette télé parce qu'elle était trop obsolète, trop vieille. Du coup, il y avait l'antenne de la télé. Et avec cette antenne-là, je captais que la 5e. D'accord. Et en fait, moi, j'avais pas le droit de regarder la télé dans le salon. Vous allez voir où je vais en venir par rapport au théâtre, par rapport à la comédie. Et en fait, sur Arte, j'étais dans ma chambre le soir et en fait, ils rediffusaient les Charlie Chaplin. Oui. C'est-à-dire que chaque semaine, il y avait un Chaplin. Il y avait les temps modernes, The Kid, Les Feux de la Rampe, Le Boxeur et tous les courts-métrages qu'il a pu faire. Et moi, j'étais dans le break et dans la danse et en fait, j'ai découvert ce monsieur, sa façon de bouger. Mais Charlie Chaplin, c'est surtout la façon de raconter les choses, moi, qui m'a interpellé. Et j'étais vraiment gamin, quoi. Et sans comprendre pourquoi, parce que quand on est jeune, on comprend pas vraiment les choses, ou on les interprète pas, comme aujourd'hui, quand on est adulte. Et j'ai été fasciné par Chaplin, quoi. Comment il fait pour me parler alors qu'il parle pas ? C'est en noir et blanc. Ça grésillait, ça captait mal, et pourtant je comprenais tout, je voyais tout. Et c'est là, en fait, que moi, j'ai commencé à découvrir le théâtre du corps. Oui. Et je me suis intéressé à ça, au mime, au théâtre. Après, moi, j'ai fait du théâtre aussi textuel, parlé. Et j'ai gardé ça, quoi. J'ai cultivé le théâtre du corps, le texte, l'improvisation aussi ensuite. Et je me suis enrichi, en fait, de ces cultures-là, quoi. Et je me suis mis dans la comédie à fond. Est-ce que dans ta famille, il y a quelqu'un qui t'a influencé ? Est-ce qu'il y avait des artistes, peut-être, dans ta famille ? Non, on n'est pas une famille du tout d'artistes. Moi, je suis le seul dans la famille. Après, il y a quand même une correspondance avec ma mère. Ma mère était très observatrice, à observer les gens, à imiter les gens, très, très gestuelle en fait aussi, très dans les mimiques, très dans la caricature et peut-être, je sais pas. Voilà, moi j'aime bien cette anecdote parce que peut-être que ma mère m'a donné un peu le truc, mais sinon, non, je pense qu'à l'intérieur de nous, on a des sensibilités qui ne sont pas conditionnés à la naissance et on les développe au fur et à mesure de notre ressenti sur le moment. À ce moment, moi, j'étais dans ma chambre, j'ai vu Charlie Chaplin, ça m'a parlé. Et jusqu'aujourd'hui encore, quand je parle aux gens, quand je mets des pièces de théâtre en scène, je saoule les gens avec Charlie Chaplin parce que c'est le gars. C'est ta référence, quoi. Ouais, c'est le gars. Ce qui est drôle, c'est que j'avais la même passion pour Charlie Chaplin parce que moi, mes grands-parents pareil, j'avais les cassettes vidéo, ils mettaient les cassettes vidéo dès qu'on allait chez eux à l'âge de la primaire, pré-ado, quoi. Ouais. Donc en parallèle, on a eu la même passion. Pour Charlie Chaplin. C'est ça. Ouais, c'est ça. Et du coup, moi, j'ai toujours été là-dedans, dans le raconter des choses, que ce soit par le texte et aussi par le corps. Et je dissocie jamais l'un de l'autre. Très bien. Donc, à un moment, effectivement, vous avez fini par vous rencontrer. Et donc, comment ça s'est passé ? Racontez-nous votre rencontre.
Alors, on s'est rencontrés à l'époque, donc moi j'avais j'ai toujours un autre duo humoristique, Oui. justement corporel humoristique, et on a intégré un spectacle aux Folies Bergères à Paris qui s'appelait Oh là là, le spectacle. C'était un grand spectacle, un peu cabaret, cirque. Il y avait plein de numéros, il y avait des aériens, et de la danse, un gros spectacle. Pour moi à l'époque, jouer aux Folies Bergères, c'était juste incroyable. C'était vraiment une opportunité qui marque un peu comme une vie aussi. Et le jour où je suis arrivé en répétition, le premier jour, il y avait le hall d'entrée des Folies Bergères. Pour ceux qui connaissent, c'est un hall qui est assez mythique. Hein, vraiment, c'est un hall qui est majestueux. Il y a certains costumes de l'époque qui sont en exposition toujours. Voilà, pour vous donner un peu le cadre et le contexte. Et j'ai rencontré Claire ici pour la première fois. On répétait une chorégraphie de fin du spectacle. Et puis elle dansait un peu voilà, sur le côté. Il y avait plein de filles, mais c'est elle que j'ai vue. Ouais. Celle que j'ai vue. Et je sais que... Alors ça, c'est mon point de vue. Après, on va attaquer son point de vue à elle. Mais je ne voyais qu'elle. Et en plus, moi, il fallait que je m'accroche pour la choré de fin, parce que moi, apprendre les chorés, pour moi, c'est un peu compliqué. Et j'étais là, et puis je regardais Claire. Je vois, il y a cette fille et tout. Hein. Et ouais, ça s'est fait comme ça, quoi. Et toi, Claire, comment t'as vécu ce ben, moment? Oui, moi, c'était effectivement aux Folies Bergères. Et pareil, en train de répéter cette chorégraphie de fin. Et en fait, Anthony Ndiaye était arrivé un peu après les autres artistes. Donc, je l'avais pas vu avant, en fait. Et à un moment donné, j'ai tourné la tête et j'ai dit, mais c'est qui lui? Et bizarrement, il était en train de répéter la choré, il était un peu en galère sur le côté. Donc c'était même pas, voilà. Et c'était même pas sa danse qui m'a ébloui sur le moment. mais je sais pas, je saurais pas l'expliquer. C'était son aura, c'était ce qui dégageait. Je pense que c'est inconsciemment tout ce qu'il avait à l'intérieur qui m'a touchée, en fait, en 2 secondes. Et voilà, et j'ai dit, mais et tout de suite après, bah, ça s'est développé de plus en plus, et c'était genre, après, j'étais en train de répéter sur scène, quand lui, il était dans la salle en train de regarder, j'avais 12 ans, quoi. J'osais plus danser, je faisais les mouvements à moitié, tu sais, j'étais... mignon. J'osais pas, j'étais tellement timide, je parlais avec son pote, mais jamais avec lui. Tu vois, je regardais pas dans les yeux? Non, je faisais style que je m'en foutais, Bah oui, je bien rigolais sûr. avec son pote, mais je pouvais pas, quoi. Mais ouais, c'est vraiment son aura qui m'a attirée. C'est très joli comme rencontre. Est-ce que créer ensemble a tout de suite été une évidence? Absolument, non, absolument pas. Au début, Claire, elle travaillait de son côté, elle faisait les spectacles qu'elle faisait. Moi, enfin, au-delà de ce spectacle, oh là là, aux Folies Bergères, après, elle a fait ses plans, moi j'ai fait les miens. Ouais. Et pas du tout, ça nous a traversé l'esprit de travailler ensemble et de créer ensemble. Un jour, on est parti à New York, et parce qu'on était à New York et qu'elle aime le hip-hop, et que moi aussi, on s'est dit, bon, on fait une chorégraphie un peu hip-hop, un peu retour aux sources. Et c'est tout, on est rentré après en France, et c'est tout, quoi. Et vous avez... Tu vois ? Alors au début, non, mais c'est vrai qu'à un moment donné, on s'est dit, on pourrait... oui, les prémices, c'était ça, c'était la vidéo à New York. Mais tu sais, on s'était dit, on pouvait raconter quelque chose à 2, moi avec la danse, et toi, tu sais, avec... on voulait mettre les bruitages et la danse ensemble. Mais bruitage, pas simple bruitage, pas simple beatbox, mais vraiment raconter des choses avec des sonorités, etc. Mais on n'a pas creusé finalement. Non. Après, on s'est resté dans un petit coin de notre tête, mais c'est parti. Ouais, c'est ça. Ouais. Du coup, qu'est-ce qui a déclenché le fait que vous avez fusionné comme ça vos deux modes de création? En fait, il y a eu un peu le confinement, quoi. Bah comme pas mal de gens qui ont changé d'activité, des fois par chance ou par malchance, en fonction des expériences. Nous, Claire, pendant le confinement, on voulait maintenir un rythme, et du coup, Claire, elle s'entraînait quand même dans le salon, à travailler son freestyle, sa gestuelle, ses chorés, etc. Et moi, j'écrivais toujours. Moi, j'écris beaucoup, tout le temps. Et en fait, elle répétait. Donc, elle était en fond, elle était derrière moi, elle travaillait son freestyle, elle dansait, et elle se filmait avec l'iPad. En la voyant derrière moi, j'avais mon stylo, et puis pour déconner, je fais entrer le stylo dans le champ de la caméra. Oui. Forcément, il y a un effet de perspective, comme quand on touche la tour Eiffel, vous savez, quand on est à Paris, etc. Et puis, ça nous a amusés. Et puis à partir de là, je lui ai dit, mais viens, on fait une petite vidéo, on a que ça à faire. Et on a chopé une musique, Claire, elle a fait une choré, on a vraiment timé le truc, chorégraphié, mes doigts sur elle, bam, 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 avec une histoire légère.
C'est moi qui essaie de lire pendant le confinement et elle qui met sa musique à fond. Du coup, parce qu'elle m'interrompt dans ma lecture, et ben moi je décide de l'interrompre dans sa choré. Ouais. On a fait une vidéo, on l'a postée sur Insta et ça a cartonné, mais vraiment, quoi. On a eu vraiment plein d'engouement autour de ça. Forcément, on s'y attendait pas. Et à l'époque, on avait mis le hashtag Incroyable Talent. Et Incroyable Talent nous contacte et ils faisaient les talents de la semaine. Et ils nous disent vous êtes les talents de la semaine. On fait c'est cool, bon, ça va pas changer nos vies. Pendant le confinement, il se passait tellement rien qu'on était content d'être le talent de la semaine. Oui, bah oui, oui, voilà. Et puis ça nous faisait garder un pied aussi dans l'artistique, quoi. Bien Nous, sûr. on commençait un peu à flipper. Mais on va en reparler tout à l'heure de votre aventure Incroyable Talent, parce qu'on ne peut pas éviter d'en parler. On a vu que vous aviez, vous en avez parlé tout à l'heure, que vous avez en commun l'amour du cinéma, notamment du cinéma muet, Charlie Chaplin, enfin pas que muet, mais l'amour du cinéma. Est-ce que cet intérêt a été un point d'appui pour construire votre univers artistique ? On a un univers commun, mais on a aussi chacun notre univers dans la création. Claire, elle a vraiment le sien, moi j'ai le mien. C'est ça qui est très intéressant d'ailleurs. Le cinéma, il était là dans la mesure où on a une façon de nous voir sur scène très cinématographique. C'est-à-dire que quand on est sur scène, par exemple, quand on crée, on essaie de ne jamais créer à plat, donc de danser frontal. Des fois, on se dit, ok, on danse de dos, comme si la caméra était de l'autre côté. Et on a un peu cet aspect, cet univers de vidéo et de caméra aussi qu'on apporte sur scène. Donc le cinéma, il est là en termes de réal, même sur scène, et aussi en termes de jeu. C'est-à-dire que quand Claire, elle danse, elle joue tout ce qu'elle danse. Oui. C'est vraiment, c'est ça sa force à Claire. Il y a la comédie et l'acting et dans sa danse. Et moi, pareil, quand je fais une mise en scène ou quand on fait nos trucs, à chaque fois, je lui dis, mais attends, qu'est-ce que ça veut dire ? On raconte quoi ? Dans vos créations, est-ce que vous intégrez des petits morceaux de vous de manière symbolique, détournée, ou au contraire de manière très directe, sans détour ? Enfin, moi, j'ai l'impression que vous mettez beaucoup de vous quand même aussi dans ces petites vidéos, dans vos créations tout court. C'est vrai que quand on crée, la plupart du temps, on est inspiré par ce qui nous touche finalement. Donc ça peut être par du vécu ou des observations, mais souvent, y aura un morceau de vécu, c'est sûr, parce que on peut bien parler de ce qu'on connaît, de ce qu'on a vécu, et de ce qui vraiment nous traverse et nous touche, quoi, tu vois. Donc pour délivrer des choses aux gens, il faut qu'elles nous touchent. Donc souvent, c'est vrai qu'il y a une part de vécu, ou alors ça peut être aussi des observations qui vraiment sont importantes pour nous, quoi. Oui, ce qu'on voit et ce qu'on a envie de parfois dénoncer ou de souligner, enfin tu vois. Mais c'est vrai qu'il y a plusieurs vidéos, par exemple il y en a une qui s'appelle entre guillemets, on donne des noms à nos vidéos, qui s'appelle Freedom, parce que c'est sur la musique de Freedom de Pharrell Williams, et ça c'est complètement autobiographique. Et ça peut aussi, chacun peut se projeter dans cette histoire. C'est autobiographique parce que ça raconte moi, quand j'ai voulu commencer la danse, justement, et que, par exemple, dans ma famille, j'avais mon père qui n'était pas forcément pour, et du coup, qui aurait pu, si j'avais suivi en fait son raisonnement, ça aurait complètement entravé mon rêve et ma destinée finalement, tu vois. Et donc ça, c'est vraiment autobiographique, par exemple. Donc on l'a délivré avec le cœur, avec ce qu'on a vécu. Et par contre, ça parle aussi à tout le monde. Enfin, les gens peuvent se projeter parce que je pense que malheureusement, ça arrive aussi à plein de gens. Tu vois. Bien sûr. Ouais. Donc, en tout cas, on sent que dans vos créations, il y a des histoires, c'est sûr. Il y a des trames d'écriture. Et du coup, je me suis posé la question, est-ce que ça part au départ d'un texte ? Est-ce que c'est très écrit ? Est-ce que ça part d'abord d'une musique ? Est-ce que ça part d'une improvisation ? Est-ce que c'est un peu tout ça à la fois ? Tous les artistes vont avoir ce que j'appelle un processus de création. Et le nôtre, il est quand même, il revient assez fréquemment. Ça part d'une envie de raconter quelque chose d'abord. Quelque chose qui nous est propre, qui, comme Claire l'a dit, qui soit va venir de notre vie. Donc là, c'est très personnel. Et donc, c'est à nous de délivrer cette manière de raconter ce moment de vie et de faire en sorte que les gens qui vont regarder la vidéo vont aussi se sentir concernés. Parce que souvent, ce qu'on a vécu, on se rend compte que d'autres l'ont vécu. Quand c'est une histoire qui ne nous est pas propre, c'est quelque chose qui va venir de l'extérieur, donc comme Claire l'a dit, qui va nous toucher
Et donc, du coup, dans ce cas-là, on se dit comment on peut délivrer une histoire que nous n'avons pas vécue, mais qui nous touche. Le processus, donc, c'est ça. C'est trouver le thème, le moment de vie, le ressenti qui nous parle et qu'on a envie d'extérioriser. Donc, ça, vous discutez ensemble. Voilà. Voilà. Dernièrement, on a fait une vidéo sur le harcèlement dans les transports en commun. Ouais. Même le harcèlement. Ça se passe dans les transports en commun, mais c'est le harcèlement en général. On s'est mis d'accord sur le thème et après, ok. Ça tombe bien, Claire, si tu veux, moi j'ai écrit un texte en rime. Qu'est-ce que t'en penses? Donc souvent elle va reprendre le texte, elle va faire ses modifs. Il nous faut une musique qui aille dessus. Ok, musique. Et après, ok. Et le corps et les donc le corps, donc la chorégraphie et le storytelling, qu'est-ce que ça raconte? On part d'un personnage qui est dans les transports en commun et puis le procédé artistique, donc là on a mis de l'ombre et c'est une main en ombre qui représente les prédateurs qui harcèlent les gens dans les transports. Voilà, ça c'est un procédé pour une vidéo, mais en fait ce procédé-là il revient assez fréquemment. Qu'est-ce que vous cherchez en fait à transmettre au public, aux gens? Qu'est-ce que vous voulez qu'ils captent de vos créations? À la base, je pense qu'on ne cherche même pas, tu vois, à agir en fait sur les gens. Je pense qu'à la base, on parle avec notre cœur. Mais après, c'est vrai que quand on fait quelque chose, forcément, on a envie que ça touche les gens de la même manière que ça nous touche. En tout cas, on essaye de leur parler, tu vois. On essaye de leur parler sincèrement. Et quand on parle de quelque chose, souvent, on se rend compte que on n'est pas seul à ressentir ces choses, tu vois. On est étonné du nombre de témoignages ou de messages des fois qu'on reçoit et les gens nous disent merci, ça m'a fait du bien parce que moi aussi je vis ça, tu vois. Et là on se dit ah ok, en fait on est un peu tous pareils, tu vois. On est un peu tous traversés par les mêmes chagrins, les mêmes peurs, les mêmes angoisses ou des fois les mêmes envies, les mêmes rêves, tu vois. Donc en général en fait ça se fait spontanément. Nous on parle avec le cœur et puis finalement ça touche les gens dans le cœur, tu vois. Puis il y a une phrase assez célèbre qui dit l'art est inutile. Je ne sais plus de qui ça vient, mais c'est quelqu'un d'assez connu. L'art est inutile. Et en fait, moi, je l'ai toujours cru, ça. Je me suis dit, je ne suis pas très utile dans la société, mais j'aime ce que je fais, ça a l'air de faire du bien aux gens. Et en fait, on se rend compte que nous, quand on arrive à se sentir utile dans notre art, c'est ce que j'ai dit à Claire il n'y a pas longtemps, ça fait pas longtemps que moi, je trouve mon rôle et je trouve mon métier d'utilité presque publique, mais ça fait pas longtemps. Ça fait pas longtemps que ça je le conscientise et que je me dis waouh, ok, ça veut dire que ce qu'on ressent et ce qu'on partage, il y a des gens, ils arrivent à trouver du réconfort et vraiment sans prétention. Là je parle vraiment d'émotion et de partage de ressenti, comme quand on a des messages de gens qui nous disent merci, on fait ok, waouh, d'accord, donc on peut raconter des choses, d'autres personnes vivent ces choses là et je pense qu'on est une société où il y a de plus en plus de monde, ça va très vite. Et c'est rassurant de savoir qu'on n'est pas seul à ressentir telle ou telle chose. Ça fait du bien de savoir que son voisin, des fois, il va pas bien comme nous. C'est même pas malsain, hein. C'est humain. Ça fait du bien, en fait. Je crois que c'est ça qu'on apprécie dans ce qu'on fait aussi, quoi. Ouais, puis ça ouvre l'esprit, ça pousse à l'entraide. Et du coup, ça décomplexe certaines choses. On se dit, ah mais ouais, mais en fait, c'est normal de pas aller bien, tu vois. Enfin là, on parle de ça, mais on a aussi des choses humoristiques. Et c'est kiffant aussi de donner le sourire aux gens parce que voilà, on a envie que ce soit quotidien, d'avoir le sourire, rigoler et tout. Mais c'est bien, mais ta phrase, elle est bien. Hein, c'est normal de ne pas aller bien. Il faut dans notre travail, surtout dans l'écriture, on accepte ça. Et on écrit comme ça. C'est normal, des fois, de ne pas aller bien. Et il faut pas... j'ai l'impression que des fois, on en fait un démon. Et que, tabou. Il faut se laisser traverser aussi par ces moments, ils sont importants, quoi. Et être traversé par des émotions dites négatives, la tristesse, quand on a un petit coup de mou, c'est hyper mal vu. Donc, c'est vrai que c'est important aussi de mettre ça en scène et de dire aux gens, et puis vraiment cette société où il y a des coachs de motivation personnelle, des coachs de vie, où il faut être au top, il faut se relooker, Mais non, non, pas que. Pas que. Moi, au lieu de dire aux gens il faut que tu réalises ton rêve et puis il faut être au top de toi-même, moi aussi, c'est un autre angle, un autre point de vue de dire aux gens accepte d'avoir la flemme des fois de réaliser ton rêve, c'est une passade et profite de cette passade où tu as la flemme, quoi. Et puis ton rêve, tu te mettras au boulot quand tu auras envie de t'y mettre aussi. Et moins de pression et laisse-toi traverser par ça, quoi. Aussi.
Je vais vous parler un petit peu du côté un peu technique, parce que c'est comme ça en fait qu'on vous a connu. Hein. Donc votre caractéristique, c'est de mêler donc la danse, la comédie et de jouer avec la perspective. Alors pour mieux comprendre cette histoire de perspective, j'invite les auditeurs, auditrices à visionner vos différentes vidéos. J'ai mis dans la description de l'épisode tous les liens utiles. Mais est-ce qu'on peut un peu expliquer cette façon de faire en gros, vous allez repréciser ça. En gros, vous jouez avec la caméra et la distance, en fait. Je vous invite tous à prendre votre téléphone, à vous mettre en mode selfie. Il n'y a rien de mieux pour visualiser. Ah oui. Vous mettez en mode selfie, vous tenez votre téléphone dans la main, et si vous avez une personne à côté de vous, mettez-la derrière vous, en arrière-plan. Et avec votre index, essayez de toucher sa tête. Et la perspective, c'est ça la base. Et du coup, ça, c'est une base. Et nous, on s'est dit, OK, on est dans le corps et dans la danse. Et la personne qui est devant articule la personne qui danse derrière. Techniquement, c'est aussi simple que ça. Il y a un côté très enfantin. Totalement. Hein, totalement. Ça reconnecte à l'enfance, je trouve. C'est ça. C'est comme tendre un drap blanc et mettre une lumière et faire des ombres. Oui, voilà. C'est vieux comme le monde. La perspective, nous, on ne l'a pas inventée. Je vois Méliès, qui est un institut dans la création du cinéma et des effets spéciaux. Il faisait déjà de la perspective. On a repris cette base ancienne. Et on a essayé forcément, avec la mode du selfie, on l'a remis un peu au goût du jour. Et puis nous, avec ce qu'on a envie de raconter, avec notre danse et puis notre technique à nous. Alors, je vais poser 2 questions complètement naïves. J'assume. Claire, comment tu sais quel geste de Anto doit déclencher un mouvement de ta part? Et en miroir, Anthony, comment tu fais pour être aussi précis? Ok. On est tellement connectés que ça se fait naturellement. C'est tellement bon, mon Dieu, c'est magnifique. Effectivement, il n'y a aucune préparation, il n'y a pas de chorégraphie, on est à l'écoute l'un de l'autre, c'est tout. C'est magnifique, arrêtons-nous là. Ouais, je suppose qu'il y a du boulot, mais non, quand même. en fait, c'est vrai qu'on est très à l'écoute, donc du coup, quand il va agencer un mouvement, et moi, je vais le suivre en fait, tu vois. Sais. En fait, tu anticipes, tu devines. En fait, quand c'est avec la perspective, comme c'est avec l'écran, donc on voit l'un l'autre ce qu'on fait. Donc quand c'est avec la perspective, et du coup, on s'écoute, donc on se suit, et puis après on essaie de laisser parler l'imagination et d'évoluer un peu instantanément, tu vois. Mais ça veut dire que toi, tu as un retour. Oui, exactement. J'ai le retour. Attends, toi, tu parles dans la création ou dans l'exécution? Dans l'exécution, l'exécution, on a une musique, elle est sur la musique, d'accord. et moi je suis sur la musique, en fait. Oui. Donc en fait, Moi, c'est tout simplement, prenez un orchestre. Le violoniste va savoir ce qu'il sait jouer parce qu'il a sa partition, sans se soucier de ce que le gars à la harpe ou la fille à la harpe va jouer, parce qu'elle a aussi sa... Nous, c'est pareil, c'est une partition. D'accord. Comme une pièce de théâtre, chacun son texte. Là, sur une musique, Claire, elle a sa chorégraphie, et moi, j'ai ma gestuelle sur elle. En revanche, moi, qui suis le plus souvent qu'elle à la perspective, moi, j'ai un petit écran de retour. Okay. Comme en selfie en fait. Ok. D'accord. Donc même pour les émissions télé qu'on a fait, on rajoute un petit écran de retour comme on fait au cinéma. Et donc moi le retour c'est ma façon de voir où ma main est positionnée. C'est ce qui te permet d'être aussi précis. Ah oui sinon c'est impossible. Et toi Claire, tu as donc un petit retour qui te permet de c'est le retour d'Anthony. Donc moi il est beaucoup plus loin. Mais comme je connais ma chorégraphie, dans l'espace c'est toujours la même chose. Donc du coup moi je dois m'en tenir à ça pour que ce soit carré. Okay. Sauf que le truc de la perspective, c'est que ça modifie complètement les dimensions. C'est-à-dire que si tu bouges un tout petit peu, vu qu'on est loin, ça crée un grand écart. Oui. Donc du coup, on doit vraiment être précis chacun pour que ça reste vraiment millimétré. Okay. Et des fois, parce qu'il y a un petit espace-temps, tu vois, qui fait que... Enfin, tu vois, c'est tellement pas palpable, vu qu'on se touche pas et qu'on est loin l'un de l'autre. Y a quand même cet écran qui fait qu'on doit être connecté et on doit toujours faire attention. En même temps que je danse, je suis pas sereine, je danse pas toute seule non plus, tu vois. Je dois faire attention à ce qu'on soit toujours... donc on se... Comment dire ? On s'adapte l'un l'autre, enfin, tu vois. Okay. C'est presque sans filet, en fait. Hein. Quand vous êtes en représentation dans une émission, c'est... Ouais. Claire a énormément d'expérience de live et de scène, et moi aussi. Mais quand on a commencé à faire un autre truc, et en plus en télé au début, la marge d'erreur est tellement grande et incontrôlable et hors de portée, comme tu as dit, sans filet. Et au début, on s'est dit,
bon, bah on y va, et de toute façon, au pire, on fait n'importe quoi. Vraiment, on y allait en mode, on fait... Ouais, après tout, les gens ne savent pas ce qui doit se passer. Ouais. Jouons, Bon. Et puis on s'est rendu compte que c'était quand même, ça pouvait se travailler et ça pouvait se maîtriser. Donc ça nous a rassurés. Mais au début, on n'était pas tranquille. Hein. On ne peut pas éviter évidemment de parler de votre participation à l'émission télévisée Incroyable Talent. C'est une aventure qui vous a mené dans différents pays, donc en France effectivement, vous êtes allé jusqu'en demi-finale. Oui. Vous êtes allé en Espagne, dans les versions des autres pays, donc en Espagne, en Roumanie, en Italie, au Portugal, Portugal, ouais. dont tu es originaire, Anthony, Ouais, mon tout père comme moi. était portugais. C'est vrai? Oui, vous êtes allé France, Espagne, Roumanie, Italie, Portugal. Comment vous avez vécu ces incroyables expériences? Parce que ça a dû être absolument fou, tout ça. Ouais, en fait, effectivement, on a fait Incroyable Talent en France, c'était en 2020, il me semble, c'est ça, 2020. Déjà, l'expérience française, forcément, jouer à domicile dans notre pays, il y avait un contexte très particulier, ça s'est fait, il y avait confinement, etc. Oui. L'émission a failli s'annuler, nous on s'est dit, oh là là, on était trop heureux de la faire, un coup oui. oui, un coup non. Nouveauté totale pour nous de faire ce numéro qu'on n'a jamais joué à l'extérieur. On l'a répété vraiment, sans mentir, dans le salon, quoi. Oui. C'est même pas C'est ce que vous racontiez tout à l'heure. mais voilà, dans le salon, quoi, avec un appareil photo à la maison et tout. Donc on l'a fait en France, la première émission a été juste incroyable à vivre. On a recréé un deuxième numéro pour la demi-finale, on l'a créé encore chez nous. Ça a été incroyable aussi parce qu'on s'est poussé en termes de création. Ouais. Et on s'est dit, bah déjà, ok, c'est cool, quoi. Et peu de temps après, ce qui s'est passé, c'est que c'est les États-Unis qui nous ont contactés le lendemain de la demi-finale en France. C'était America's Got Talent. The Americans. Ça, c'était incroyable. C'était incroyable de se faire contacter par eux. On l'a toujours pas fait. Hein. Donc ça, c'est les États-Unis. Okay. Bon. C'est un projet peut-être. Voilà. Les États-Unis, c'est les rois, ils contactent. Mais en tout cas, ils étaient intéressés par nous. On s'est dit, waouh. On n'a pas eu de nouvelles ensuite. On s'est dit, bon. Sauf qu'après, effectivement, il y a eu l'Espagne. On est parti, là ça s'est fait rapidement, on a été en Espagne, on a fait l'émission. C'est eux qui vous ont contacté aussi? Ouais. D'accord. De fil en aiguille, en fait Ouais, parce qu'en fait, ce qu'ils appellent les Got Talent, c'est une firme, hein, c'est une franchise. Oui. Ils ont une base de données où il y a toutes les vidéos stockées de tous les pays. Donc ils peuvent les consulter, ils ont une bibliothèque. Okay. Donc ils font leur marché, en fait. C'est un peu ça, Got Talent. Voilà. Donc ils nous disent, voilà, c'est original, on aimerait vous avoir. Donc on est parti en Espagne. Effectivement, après on est parti faire une émission, on a été en Italie, on a été en Roumanie, on a fait le Portugal comme tu as dit, et puis c'est juste incroyable de voyager avec notre premier numéro, c'était Singing in the Rain, chantons sous la pluie. Ouais. Et en plus, en rigolant quand on était en répète au tout début avec là, tu vas voir, avec ce numéro, on va faire le tour du monde. Bon, mais je déconnais. Je rigole, enfin, j'y crois, je l'aurais voulu dans le meilleur des mondes, mais je rigolais, quoi. Tu vois. Et en fait... Waouh, non, mais de voyager, en plus en couple, d'aller faire quelque chose qui nous passionne, quand il y a tout ça mélangé, c'est vraiment... Là, on se dit... la force des rêves. Ouais, la force des rêves, et puis on se dit comme un Spartacus aurait pu dire, gratitude. C'est vraiment ça, quoi, c'est gratitude. Ouais, de voir que ça traverse les frontières, c'est incroyable, ça fait plaisir. Tu dis, c'est universel, en fait, ça touche... C'est pas français en fait. Tu vois, ça intéresse d'autres gens ailleurs et c'est génial de pouvoir partager au-delà des frontières avec d'autres gens. Et puis en plus, dans ce que vous faites, c'est qu'il y a un côté absolument intemporel et au-delà des frontières. Parce que dans ce que vous avez présenté, très souvent, il n'y a pas de parole. C'est la musique, c'est la gestuelle. Mais il y a, comme vous disiez tout à l'heure, une histoire, une trame qui raconte quelque chose. Et j'ai l'impression que l'on soit en Roumanie, en Italie, au Portugal, en France, je ne sais plus quel autre j'ai oublié, ou en Amérique, ou je ne sais où, chacun peut s'y retrouver. Et c'est peut-être ça aussi qui a fait que vous avez eu ce succès. Et cet intérêt. Effectivement, si ça avait été un numéro avec texte seulement, ça se sera arrêté là, voilà. Ouais, c'est vrai que dès lors que tu racontes des choses, ça touche n'importe qui. Oui, effectivement, s'il n'y a pas la barrière de la langue. Et comme nous, dans Singing in the Rain, on est très
un peu à la Charlie Chaplin. Bon, j'ai pas la prétention du tout de faire ce qu'il fait, mais tu sais, très dans la comédie muette, exprimer quasi des burlesque. choses. Voilà, il y a beaucoup de burlesque. Voilà, burlesque. On exprime des choses avec notre visage aussi. Donc du coup, ça parle à tout le monde finalement. Ah oui, tu vois. c'est ça. On va parler du prochain spectacle. Vous êtes encore en pleine création? Oui, en pleine création. On est en pleine, d'ailleurs, là on est en train d'enregistrer le podcast et après on part en répétition, pour te Donc, dire. Encore plus, merci. Exactement. Donc le prochain spectacle s'appelle sur un fil. Qu'est-ce qui raconte ce titre? Dans quel univers vous nous emmenez cette fois-ci? C'est l'histoire de deux personnes qui ont chacun une valise lourde de leur passé, de leur vécu, finalement comme tout le monde. Donc c'est la valise de notre vie, donc qui contient tout ce qu'on vit, toutes les relations qu'on a avec les autres, nos émotions, etc., nos charges émotionnelles. Et ils vont arriver à un moment de leur vie où ils sont un peu sur le fil de leur vie. Voilà, entre deux, ils sont prêts à basculer. Et finalement, leur rencontre va leur permettre de souffler, de se soutenir l'un l'autre et de rendre cette valise plus légère grâce à leur connexion, à tout ce qu'ils vont trouver au quotidien pour un peu libérer des choses, partager leur tristesse, leurs moments, etc. D'accord. Et ils vont être aussi traversés du coup par leurs souvenirs. Donc ça va être une succession de souvenirs qui vont venir, par lesquels ils vont se laisser traverser, parce que c'est ce qu'on disait tout à l'heure, on a le droit d'aller mal et il faut se laisser traverser pour aller mieux. Donc du coup, ça va être une succession de souvenirs comme ça, qui vont se libérer avec le texte, avec le corps, la danse, avec eux, tout ce qu'ils ont dans la tête et leur folie. et ça va être aussi... exprimé grâce à tous les procédés qu'on utilise nous dans nos créations, c'est-à-dire la perspective, la caméra, etc. Et bien justement, dans cette création, vous intégrez une autre technique après celle de la perspective. Et du coup, j'ai pioché la question d'un auditeur du podcast. Alors, je ne peux en sélectionner que 2, parce que le podcast n'est pas extensible en temps. Mais du coup, j'ai sélectionné justement celle de Deschned, qui est un jeune auditeur, et qui, voilà, sa question tombe à pic justement. Et il pose la question: quel processus de création vous a amené à utiliser les jeux d'ombre? C'est bien de ça, du coup, dont il s'agit. Bien sûr, oui, effectivement, on a intégré au-delà de la perspective, la danse, le texte. Moi, dans mon univers théâtral et donc de scène, je suis passionné de scénographie, surtout de visuel. Oui. J'ai toujours aimé créer des visuels pour raconter telle ou telle chose et intégrer des nouveaux éléments. Et du coup, on s'est dit, et si ces ombres-là pouvaient venir et intervenir dans le spectacle pour raconter des choses. Donc on en a fait d'abord un numéro qui s'appelle Expérience. Là, les mains dans ce numéro-là traduisent un petit peu cette part d'ombre qu'on a tous, contre laquelle il faut se battre. Il faut non pas se délaisser, mais il faut se battre, et avec laquelle il faut aussi cohabiter tout au long de sa vie pour pouvoir avancer, se sentir léger. Donc on l'a intégré de cette façon. Là où on a intégré aussi les ombres dans le spectacle, c'est que, comme Claire l'a dit, c'est un voyage dans nos souvenirs. C'est-à-dire que le spectacle commence, on comprend que ces deux-là, ils sont chargés du poids de leur vie. Et dans le spectacle, les spectateurs vont comprendre en fait pourquoi ils sont chargés. Donc on remonte. C'est pas une histoire avec une dramaturgie, une histoire chronologique. On remonte dans leurs souvenirs. C'est vraiment des flashs de souvenirs, comme on peut voir dans certains films au cinéma. Pour plonger les gens dans le souvenir, on a décidé non pas d'avoir des décors concrets sur scène, mais de faire apparaître des décors miniatures devant cette lumière en ombre qui apparaissent en géant sur notre toile derrière nous. D'accord. Donc du coup, les décors ne sont jamais vraiment précis, ils sont en ombre, parce que souvent un souvenir, il ne nous vient plus aujourd'hui de façon précise, mais il est flou, exactement, c'est ça, t'as tout dit. Et du coup, l'ombre, pour traduire le souvenir, pour nous, c'était logique. Donc, c'est pas juste un procédé technique, artistique pour impressionner ou pour donner du visuel, c'était qu'il allait dans notre dramaturgie, tout simplement. C'était logique, en fait, de l'intégrer. C'était logique. Et finalement, même nous, la façon dont on l'utilise, c'est aussi une perspective. Parce que moi, il est en tout petit et il apparaît en grand au loin. Ça va... C'est magique. C'est magique. Donc, il y a énormément de nostalgie dans ce spectacle-là.
Il va être très très beau ce spectacle. Enfin, Alors, on il espère. est programmé quand? Où? Alors Quand là, va-t-il se passer? Si vous avez déjà des pistes. bien sûr, bien sûr. Alors, on est en pleine création. À la base, on s'est dit, ouais, on va le jouer en janvier 2024. Oh, impossible. Parce que on a énormément travaillé. Ça, et puis, le spectacle, comme nous, on le veut, nécessite beaucoup plus de temps. Et là, on aimerait le jouer fin mai 2024 à Paris. Oui. Et on aimerait, alors là, ça reste vraiment, on aimerait, dans nos plans, faire le Festival d'Avignon en 2024. Oui. J'ai sélectionné une seconde question d'un auditeur du podcast. Il s'agit de Guy. Guy est professeur de théâtre et Guy a visionné un extrait, justement vous en parlez tout à l'heure, il a regardé Expérience, parce que je l'avais partagé sur le compte Instagram de l'entrée des coulisses. Et du coup, voici sa question, qui n'est pas si simple, mais du coup je l'ai sélectionnée parce que je la trouvais intéressante. Alors Guy, on n'a pas compris tes questions. Je l'ai simplifiée, Ok. parce qu'elle était vraiment très longue. Mais en substance, voici ce que Guy vous pose comme question. Quel conseil donneriez-vous pour encourager mes élèves débutants à croire en leur créativité et ainsi à occuper l'espace comme vous le faites magistralement pour qu'ils se mettent finalement eux aussi en perspective vis-à-vis du public? Yes. Et Guy, il nous a posé 10 questions en une. Ouais, grave. Bah, On a attends, combien de temps la question de Guy, c'est un podcast à lui tout seul. C'est vrai, c'est vrai. Bon, il faudra revenir, on va reprendre rendez-vous. Non, on est deux, on va essayer d'y répondre à Ouais. deux. Alors moi, donc, je viens plus de la danse. Donc voilà, pour moi, le théâtre, la comédie, c'est plus récent. Donc je vais répondre un peu spontanément avec mon background de danseuse. Ouais. Moi, j'aurais envie de dire qu'il faut s'écouter et qu'il faut pas se mettre dans un cadre, en fait, que c'est du spectacle vivant. Donc il faut vivre ce que l'on fait. Et du coup, ne pas se mettre de limites. C'est un peu facile à dire comme ça, mais en tout cas, être dans ce qu'on fait à l'instant présent, ne pas essayer de délivrer quelque chose pour un public, entre guillemets, de base. Vraiment, c'est comme nous, quand on crée avec le cœur, etc. Et du coup, on ne se met pas de limite à la créativité. Du coup, déjà, l'espace va être occupé de la bonne manière. Enfin, voilà, on va évoluer avec ce qu'on raconte. Et je pense que ça pousse à la créativité. Je ne sais pas trop si je réponds à cette question, mais en tout cas, Si, en voilà tout ma cas, il y a réponse. plein Si, il y a plein d'éléments il y a des intéressants, solutions, oui. bien sûr. Il y a des Et solutions. Anthony, Pousser des élèves à avoir confiance en eux et en leur créativité. Mais ça rejoint ce que Claire va dire. En fait. Genre, moi, j'ai fait pas mal d'impro et ça m'a aidé énormément à ma créativité. Donc, je dis pas aux gens d'aller faire de l'impro, forcément. Ça va sur le lâcher-prise. Oui, voilà. Lâcher-prise, donc c'est ce que j'entends, en fait, dans ce que vous dites. ça veut dire que dans l'enseignement et pour ces élèves-là, pour moi, c'est sonder un peu ces élèves-là sur ce qu'ils aiment, ce qu'ils aimeraient raconter. Ça peut être juste un ressenti, ça peut être un moment de vie, ça peut être un peu tout et n'importe quoi. Quelque chose de léger, quelque chose un peu plus dramatique, voilà. Quelque chose un peu plus sombre. Et de ne pas mettre de limites sur les procédés. Donc ça peut être dans le corps, dans l'impro, dans du vocal, dans du chant, même si c'est un cours de théâtre, en fait. Si ces élèves-là, ils se retrouvent à se séduire eux-mêmes dans leur improvisation, ils vont aussi aimer ce qu'ils viennent de créer, ils vont tomber amoureux de leur création, et ils vont vouloir la porter encore plus, et du coup, ils vont avoir une vision vers l'avant. Ils vont avoir envie ensuite de la partager. La perspective, c'est ça, en fait. Ouais. Et voilà, ça peut être en tout cas une astuce, je trouve. Je ne sais pas si elle est applicable à tout le monde, mais en tout cas, c'est à essayer, quoi. En tout C'est à cas, essayer. Et essayer de se dire justement, parce que des fois on se dit, ah oui, mais par exemple le théâtre c'est tel code, ou la danse c'est tel code, oui. donc on essaye de respecter des pseudo-normes, Mm. mais en fait l'art c'est pas ça, c'est se permettre plein de choses, tu vois. C'est la Donc liberté. du coup, ouais voilà, Mm. donc, comme il disait Anthony, le lâcher prise, de pas se demander si c'est valable pour cette discipline, mais se laisser parler tout ce qu'on a à l'intérieur, tu vois. Du coup tu peux associer plein de procédés artistiques comme il disait Anthony, et puis tu vois, ça prend une autre dimension. C'est ça. Avant de vouloir raconter une grande histoire, une pièce entière, prendre juste un moment. Mais vraiment, des fois, c'est même pas un moment dingue. Hein. C'est juste un personnage qui est dans son coin, les autres qui le regardent, et puis l'autre tout seul qui se rend compte qu'on les regarde. Et qu'est-ce qui se passe? Juste un moment bête comme ça. Ouais. Et le tirer dans le corps. Et le rendre burlesque. Et occuper le plateau. Et que juste ce petit moment tout bête devienne une scène mythique. Ouais. Ça... si les acteurs et les élèves sont sincères dans ce qu'ils font,
c'est agréable à jouer en fait. Et à regarder aussi. Aussi. Ah oui. Bon, Guy, voilà, plein d'astuces et de réponses pour tes élèves. On va arriver au bout de notre conversation, de notre échange. Pour les auditeurs, les auditrices, je voudrais respécifier que, encore une fois, je me retrouve face à face avec mes invités, ce qui n'est pas une habitude. Le dernier invité, c'était Diefa, qui était là en face de moi, dans ce petit studio prêté par la charmante Tsipora. Merci. Merci. Moi, j'ai adoré papoter avec vous. Ah, pareil, c'était vraiment... Merci pour tes questions qui sont super judicieuses, en fait. Et on voit que tu as creusé notre univers. Et que tu es passionné aussi, Et souvent, les gens passionnés deviennent passionnants pour ceux qui les écoutent, c'est vrai. Exactement. Bah oui, parce que tes questions, elles sont... En fait, moi, j'ai eu la sensation là, avec toi, on a vraiment partagé un moment. Ah oui. Tu vois ? Merci. Et en fait, nous, avec Claire, on est vraiment comme ça... même dans notre spectacle, puis dans notre philosophie, dans notre mantra de création, et humainement aussi, on essaie nous de se pousser dans nos retranchements et dans nos rêves pour nous alléger. Et en fait, quand on voit en face de nous aussi des gens qui sont dans la même démarche, nous, on adore. Là, on est dans du partage et encore une fois, elle l'a dit, Claire, on invite vraiment tous les gens qui ont un truc en tête, quoi. Mais peu importe ce que c'est, vraiment peu importe. Là, on parle d'artistique, mais peu importe. Oui, peu importe. Et on sait que c'est pas simple. On sait que des fois, on est seul face à nous-mêmes, qu'il n'y a personne autour pour comprendre, pour nous aider. On sait que c'est dur. Il y a la réalité, il y a le quotidien. Mais en tout cas, s'il y a une petite lueur, foncez, allez-y. Et puis voilà. Puis nous, c'est ce qu'on ressent avec toi. On sent que la démarche, elle est sincère. On est dans le partage. En fait, toi aussi, tu es une artiste. On est tous là. Enfin, nous, on crée, mais toi aussi, tu crées, quoi. Tu entreprends quelque chose, tu le mets en place. Enfin, franchement, chapeau. C'est ça. Merci beaucoup à vous. Merci. Avec plaisir. Merci à toi.